On a tous des vies bien remplies, de hauts, de bas, d'expériences incroyables et de vrais défis. Mais la vraie question, c'est comment on transforme tout ça en quelque chose d'utile, en sagesse, en inspiration, pour nous et pour les autres. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors je vous pose la question, c'est quoi la leçon que votre dernier grand revers vous a apprise? Pas si simple, hein. Souvent on se prend un coup dur, on se relève, on avance, mais on oublie de s'arrêter un instant pour vraiment comprendre ce qui vient de se passer. La leçon, elle est là, mais on ne la voit pas toujours. Et voilà tout le problème. On vit des choses, des événements, mais on n'en tire pas forcément les leçons. Ce n'est pas automatique. Tirer une leçon, c'est un vrai travail, un effort conscient. Les meilleures leçons, elles sont un peu comme des trésors enfouis, juste sous la surface de ce qui nous est arrivé. Il faut juste creuser un peu. Alors première grande idée, on va voir comment faire la différence entre l'événement lui-même et ce qu'il signifie vraiment. Parce que vivre quelque chose et en apprendre quelque chose, ce n'est pas du tout la même chose. C'est cette petite nuance qui va tout changer. Regardez, c'est très clair ici. D'un côté, on a l'expérience. Ce sont les faits bruts. Par exemple, je me suis fait licencier. Point. De l'autre côté, on a la leçon. C'est la signification profonde. Ça pourrait être, en fait, ma sécurité ne vient pas d'un job, mais de ma propre capacité à m'adapter. On voit la différence? L'expérience, c'est personnel. La leçon, elle, peut parler à tout le monde. Elle devient universelle. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. Le passé n'est pas un fardeau à porter, mais une bibliothèque à consulter. C'est une image géniale, non? Ça veut dire que nos expériences passées, ce ne sont pas des boulets qu'on traîne. Non, c'est une ressource, une mine d'informations qu'on peut utiliser pour mieux comprendre notre présent et faire de meilleurs choix pour l'avenir. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on passe de l'expérience brute à la leçon de vie? Eh bien, il y a une méthode, un cadre très simple pour nous y aider. Pensez-y comme une sorte de guide pour explorer cette fameuse bibliothèque intérieure. Voilà le plan en 3 étapes toutes simples. D'abord, on réfléchit, ensuite on recadre et enfin on articule. Réfléchir, recadrer, articuler. C'est un chemin logique qui nous emmène de l'événement à la leçon. Allez, on commence tout de suite avec la première étape, la réflexion. Alors, réfléchir, c'est vraiment la base de tout. L'idée, c'est de devenir un peu comme un détective de sa propre vie. On prend un moment précis, par exemple le licenciement dont on parlait, et on regarde les faits, rien que les faits. Quelles actions ont été menées, quelles émotions on a ressenties, là sur le moment, sans filtre. Le plus important, pas de jugement. On observe, c'est tout. C'est un peu comme si on mettait sa vie sur pause et qu'on regardait la scène au ralenti pour ne rien manquer. Deuxième étape, le recadrage. Là, on change donc de vue. On prend de la hauteur. En reprenant notre exemple, on se pose des questions du genre « Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose différemment ?» Mais aussi « Qu'est-ce qui était complètement hors de mon contrôle ?» Et peut-être la question la plus intéressante, finalement, qu'est-ce qui ne me plaisait pas tant que ça dans ce job? Et là, hop, on change de rôle. On n'est plus la victime des événements, on devient un analyste qui cherche l'opportunité cachée derrière l'épreuve. Et on arrive à la dernière étape, articuler. C'est le moment de tout résumer, de distiller l'essence de notre découverte en une seule phrase. Une phrase claire, courte, facile à retenir. Pour notre exemple, ça pourrait donner « Un échec, ce n'est pas la fin, c'est juste une information pour la suite. » Et cette phrase, eh bien, elle devient votre leçon, votre propre petite règle de vie si vous voulez. Ok, donc on a notre leçon. On l'a comprise, assimilée. Mais on peut aller encore plus loin. On peut la partager. Et c'est là qu'une simple leçon personnelle peut se transformer en une histoire inspirante pour les autres. Et c'est ça, un récit inspirant. C'est quand une leçon personnelle est partagée d'une manière qui donne de l'espoir, une nouvelle perspective ou de la motivation à quelqu'un d'autre. Quand on partage son expérience avec honnêteté, ça devient un vrai cadeau. Ça peut aider les autres à se sentir moins seuls face à leurs propres difficultés. Et ça, c'est puissant. Et le partage, ça a un double effet super intéressant. Regardez. D'un côté, pour soi, raconter son histoire, ça renforce l'apprentissage.
ça ancre la leçon encore plus profondément. Et de l'autre, pour les autres, on leur offre une perspective, une sorte de raccourci. Ils peuvent apprendre de notre expérience sans avoir à la vivre eux-mêmes. C'est gagnant-gagnant. Bon, on arrive vers la fin. Alors, si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait quoi? Quel est le message clé à garder en tête? Le message, il est simple, mais il est fondamental. Votre vie est déjà une source d'inspiration. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est là, dans votre propre histoire, dans vos réussites comme dans vos erreurs. Chacun de ces moments, même les plus banals en apparence, peut contenir une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Alors, la question que j'aimerais vous laisser, c'est quelle histoire dans votre vie ne demande qu'à être racontée? Le petit processus qu'on a vu ensemble, c'est la clé pour la trouver et la libérer. Et qui sait, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, peut-être que votre première réaction ne sera plus « pourquoi ça m'arrive à moi ?», mais plutôt « ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée un peu différente. Comment est-ce qu'une simple histoire peut devenir un super outil pour apprendre le français? On va se plonger ensemble dans un récit, une expérience qui s'est passée à l'université et qui, vous allez voir, rend l'apprentissage beaucoup plus simple et surtout plus mémorable. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'une histoire peut nous aider à apprendre le français, plus qu'une liste de vocabulaire classique? La réponse est un grand oui, sans hésiter. Et je vais vous montrer pourquoi, justement, avec une histoire qui m'est arrivée. Section 1. Apprendre par les histoires, ou le pouvoir du récit. Alors, pourquoi ça marche si bien? Avant de vous raconter mon histoire, on va juste regarder 2 secondes la science derrière tout ça. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la façon dont notre cerveau fonctionne. En fait, c'est assez simple. Les histoires, ça nous aide à mémoriser pour 3 raisons. D'abord, il y a le contexte. Les mots ne sont plus tout seuls, ils ont un sens. Ensuite, il y a l'émotion. L'émotion, c'est un peu comme une encre qui va fixer l'information dans notre tête. Et le résultat de tout ça, la mémoire, on se souvient beaucoup mieux parce que c'est lié à une vraie expérience, pas juste à une définition dans un dictionnaire. Allez, c'est parti pour la 2e section. Un nouveau départ. On va parler de mon défi à l'université. C'est là que l'histoire commence vraiment. C'est un souvenir de mes années d'études. Un moment qui montre très bien comment un défi peut se transformer en une super leçon. Et pas seulement une leçon de vie, une leçon de français aussi. Alors voilà, à l'université, il y avait ce cours. Un cours qui me terrifiait, la prise de parole en public. Je sais que pour beaucoup, c'est un cours comme un autre, mais pour moi, c'était une source d'angoisse, mais immense. Rien que l'idée, juste l'idée de parler devant les autres, ça me paralysait. Et quand je dis terrifié, le mot est bien choisi. Terrifié, ça veut dire causer une très grande peur. Ce n'était pas juste un peu de stress, non. C'était une peur profonde, une peur qui me bloquait complètement. C'est exactement ça que je ressentais. Et là, le professeur a annoncé le projet final. Le coup de grâce, si vous voulez. Un exposé oral de 10 minutes, devant toute la classe. Pas un examen écrit, non, ça aurait été trop simple. 10 minutes, seul, devant tout le monde. L'horreur. Alors, un exposé oral, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une présentation à voix haute devant un public. C'est un exercice hyper classique, mais pour moi, à ce moment précis, ce n'était pas un exercice. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar. Et physiquement, ça se traduisait comment? Je sentais une boule dans la gorge, juste en y pensant. Vous savez, cette sensation très physique de l'angoisse, ce n'était pas juste dans ma tête, non, c'était vraiment concret.
Cette fameuse boule dans la gorge qui bloque tout, qui empêche presque de respirer. On arrive à la troisième partie, le moment de vérité. Il fallait affronter sa peur. C'est vraiment le tournant de l'histoire, le moment où il faut faire un choix. Le moment de vérité, comme on dit. Soit j'abandonnais, soit j'affrontais ma peur. Il n'y avait pas d'autre solution. Et à l'intérieur, c'était une vraie lutte. D'un côté, il y avait l'hésitation, la petite voix qui disait « Abandonne le cours, fais semblant d'être malade, n'importe quoi pour fuir ». Et de l'autre côté, il y avait l'action, l'envie de se préparer sérieusement, de ne pas baisser les bras et de surmonter ce défi. Et finalement, j'ai décidé de ne pas fuir. C'était décidé. Je devais surmonter ce défi. Ce n'était plus juste un exposé pour l'université. C'était devenu un truc personnel, vous voyez ? Un obstacle que je devais absolument franchir, pour moi. Surmonter, c'est vraiment le mot-clé ici. Surmonter, ça veut dire vaincre un obstacle, une difficulté. C'est un verbe très fort qui parle de résilience, de courage. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors, une fois la décision prise, je me suis mis au travail. Pendant des semaines, j'ai préparé et répété mon discours sans relâche. Je passais mon temps à chercher, à écrire et surtout à répéter. Encore et encore, devant le miroir. Et cette expression, sans relâche, elle est parfaite. Ça veut dire sans s'arrêter, avec persistance. C'était un effort continu, vraiment. C'était la seule manière que j'avais trouvée pour essayer de calmer un peu cette angoisse. Et puis, le jour J est arrivé. Bien sûr, mon cœur battait la chamade. C'est une super expression française pour dire que le cœur bat très très vite et très fort. La peur était là, évidemment, mais j'ai respiré un grand coup et je me suis lancé. J'ai commencé à parler. Quatrième et dernière partie, la leçon apprise. Qu'est-ce que j'ai découvert à la fin de tout ça? Parce que, honnêtement, le résultat a été bien au-delà de ce que j'imaginais. Finalement, tout s'est bien passé. J'ai réussi. Mais le plus important, ce n'est même pas la note que j'ai eue. Non, le plus important, c'est ce que j'ai ressenti après. Une immense fierté. Ce n'était pas juste du soulagement, c'était vraiment autre chose. La fierté, c'est exactement ça, ce sentiment de satisfaction de soi quand on a réussi quelque chose de difficile. Et ça, c'était la vraie récompense, bien plus importante qu'une 2 notes sur un bulletin. Et ça m'a mené à cette conclusion, le plus grand obstacle en fait, ce n'était pas le public qui me regardait, non. Le vrai obstacle, le plus difficile à combattre, c'était la peur à l'intérieur de moi. Alors, si on récapitule rapidement le vocabulaire clé de cette histoire, on a vu terrifier, un exposé oral, un défi, surmonter, sans relâche et la fierté. L'avantage, c'est que maintenant, tous ces mots ne sont plus juste des mots sur une liste. Ils sont connectés à une émotion, à un moment de l'histoire. Et c'est ça qui aide à les mémoriser pour de bon. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec une question. Et vous, quelle leçon importante est-ce qu'une histoire vous a déjà apprise? Ça peut être n'importe quoi, parce que c'est ça finalement le vrai pouvoir des histoires. Merci beaucoup d'avoir écouté et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une leçon de français un peu spéciale. Non, pas de grammaire, pas de conjugaison, mais on va plonger au cœur d'une philosophie bien de chez nous. On va explorer comment la réussite, la carrière et la positivité, ce n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est un véritable art de vivre. Alors, sortez vos carnets, ça pourrait bien vous servir. On commence tout de suite avec un proverbe que j'adore. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une image tellement parlante, non? Ça nous rappelle que construire une vie réussie, une vie heureuse,
Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un processus patient où chaque petite action, chaque choix, chaque brindille qu'on ajoute compte. C'est ça, bâtir quelque chose de solide. Gardons bien cette image en tête. Bon, cette idée de construire pas à pas, ça nous amène directement au cœur du sujet, l'art de vivre. Une expression française très connue, un peu chic, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça implique dans notre quotidien, loin des clichés? Alors voilà, l'art de vivre, c'est un changement de perspective. C'est décider que sa vie n'est pas une course, mais plutôt une toile qu'on peint jour après jour. C'est l'idée de privilégier la qualité des moments, pas la quantité. De vraiment savourer les expériences. On ne parle plus seulement d'avoir une belle carrière, mais de façonner une vie qui est elle-même une œuvre d'art. Bien sûr, pour peindre une belle toile, il faut d'abord un chevalet, quelque chose de stable. Cette base, ce socle, c'est notre état d'esprit. Pour pouvoir créer une vie qui nous plaît, la toute première étape, c'est de bâtir des fondations solides. Et ça commence par un état d'esprit positif. Regardez bien ce tableau. On a deux chemins possibles. D'un côté, l'état d'esprit réactif. On subit, on se plaint des problèmes, on blâme les autres, on se sent impuissant. Et de l'autre, l'état d'esprit proactif. La différence, c'est juste énorme. Être proactif, c'est faire un choix conscient. C'est décider de chercher des solutions, d'assumer ses responsabilités et de se créer ses propres opportunités. C'est là que tout le pouvoir se trouve en fait. Ok, mais comment on fait pour cultiver cet état d'esprit? Pensez-y comme à un entraînement, un muscle à développer. Chaque jour, un petit peu. Pratiquez la gratitude, même pour les choses simples. Célébrez les toutes petites victoires, pas besoin d'attendre les grandes réussites. Apprendre à recadrer une pensée négative quand elle arrive. Ou simplement s'arrêter une minute et observer le monde avec attention. Ce sont des exercices qui, petit à petit, renforcent vraiment notre mental. Très bien, on a nos fondations positives. Maintenant, il est temps de construire le cadre, les murs de notre maison. Et pour ça, on va utiliser un autre concept français absolument essentiel, trouver sa raison d'être. Ce n'est pas juste un but, c'est beaucoup plus que ça. C'est la boussole qui va donner une vraie direction à tout le reste. La raison d'être, c'est notre pourquoi. C'est la réponse à la question, au fond, pourquoi je fais ce que je fais. C'est ce qui nous donne l'énergie de nous lever le matin, même quand c'est difficile. C'est ce qui nous aide à traverser les obstacles. Et c'est ça le secret pour avoir une carrière qui n'est pas juste un boulot, mais une véritable vocation. D'accord, mais comment on la trouve, cette fameuse raison d'être? Ça peut paraître immense comme question, mais en fait le processus peut être assez simple. C'est un petit travail d'introspection. Étape 1, on identifie ses forces, les choses pour lesquelles on est naturellement bon. Étape 2, on liste ses passions, ce qui nous anime, ce qui nous donne de l'énergie. Et l'étape 3, la plus importante, on cherche le carrefour, l'endroit où nos talents et nos passions peuvent être utiles, peuvent répondre à un besoin. C'est à cette intersection précise que la magie opère. Maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Quand on a un état d'esprit positif comme fondation et une raison d'être claire comme boussole, on peut enfin arrêter de voir la vie pro et la vie perso comme deux mondes séparés, souvent en conflit. Ils deviennent les deux facettes d'une seule et même vie, une vie unifiée, intégrée. Ce graphique l'illustre très bien. Dans une perspective d'art de vivre, une vie réussie, ce n'est pas une vie où la carrière occupe 90% de l'espace. La carrière est importante, bien sûr, mais elle n'est qu'une partie de l'ensemble. Pour qu'une vie soit vraiment riche et épanouie, il faut nourrir tous les autres domaines aussi. La santé, les relations, le développement personnel, les loisirs, tout est une question d'équilibre. Et ça nous amène à une idée qui est peut-être la plus importante de toutes.
L'art de vivre, ce n'est pas une destination. Le vrai succès, ce n'est pas d'atteindre un objectif final. C'est de trouver du sens et de la satisfaction dans la manière dont on vit au jour le jour. Le chemin est aussi important que la destination. En fait, le chemin est la destination. Bon, et alors à quoi ça mène tout ça? Quel est le fruit de ce travail sur soi, de cette vie intentionnelle et équilibrée? Eh bien, le résultat porte un nom, une autre très belle expression française, la joie de vivre. La joie de vivre, attention, ce n'est pas juste le petit plaisir rapide d'un achat sur Internet. Non, c'est un bonheur beaucoup plus profond, plus authentique, qui vient de l'intérieur. C'est cet enthousiasme, cette sorte d'étincelle qu'on ressent quand on mène une vie qui est enfin alignée avec nos valeurs, avec qui on est vraiment. Cette citation de William Morris, elle résume ça à la perfection. Cette joie profonde, on ne la trouve pas forcément dans les grands événements spectaculaires. On la trouve surtout dans l'appréciation des petits détails du quotidien. Le goût du premier café du matin, une conversation intéressante, la beauté d'un rayon de soleil. C'est là que la vraie joie de vivre se cache. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Considérez ça comme un petit devoir à faire pour soi-même. Quelle toute petite action aujourd'hui même pourrait apporter un peu plus de cette fameuse joie de vivre dans la journée? C'est en commençant par ces tout petits pas qu'on devient petit à petit l'artiste de sa propre vie. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à décrire le monde qui nous entoure en français. C'est vraiment une compétence clé, vous savez, pour que vos conversations soient plus riches, plus intéressantes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Regardons cette image. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cet objet? Quels mots utiliser? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Comment trouver les bons mots pour parler de ce qu'on voit. Voici notre programme. On va commencer tout simple, avec un objet. Ensuite, on va explorer un lieu, puis on apprendra à décrire une personne, et on terminera avec quelque chose d'un peu plus personnel, les émotions. C'est une bonne feuille de route pour bien progresser. Allez, première partie, décrire un objet simple. C'est vraiment la base, le point de départ pour ensuite construire des phrases plus complètes. Prenons un exemple que tout le monde connaît, un sac. On va le décrire ensemble, tranquillement, étape à l'étape. Observez-le bien. Pour décrire ce sac, c'est facile. On peut se poser 4 questions. D'abord, la couleur. Il est rouge. Ensuite, la taille. C'est un grand sac. Après, sa forme. Il est rectangulaire. Et enfin, la matière. On dirait qu'il est en cuir. Vous voyez, c'est assez simple, non? Et maintenant, le petit tour de magie. On assemble toutes ces informations et ça nous donne une seule, belle phrase. J'ai un grand sac rectangulaire en cuir rouge. D'un coup, l'image est beaucoup plus précise dans la tête. C'est bon pour l'objet? Super. Alors on continue et on passe à la deuxième étape. On va maintenant apprendre à décrire un lieu, un environnement complet. Pour que ce soit plus concret, imaginez la scène avec moi. On ouvre la porte et on entre dans un café. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Un café peut être plein de choses, hein. Il peut être lumineux, avec de grandes fenêtres. Il peut être calme, ou au contraire très bruyant avec le bruit des conversations. Peut-être qu'il est spacieux, qu'on a de la place, ou qu'on sent un petit air frais en entrant. Tous ces mots décrivent l'ambiance, l'atmosphère du lieu. Et voilà comment on pourrait utiliser ces mots dans une petite conversation. Le client dit que c'est lumineux près de la fenêtre, ça explique son choix, c'est simple, direct et ça marche super bien. Ok, on monte un peu le niveau de difficulté, on a décrit un objet, un lieu, maintenant on va décrire une personne. Et là, il y a l'apparence physique bien sûr, mais aussi la personnalité. Alors là, attention, c'est un point très important, la différence entre il est ou elle est et il a ou elle a. On utilise le verbe être pour l'apparence en général ou pour la personnalité. Par exemple, il est grand ou elle est sympa. Et on utilise le verbe avoir pour des caractéristiques bien précises, comme il a les yeux bleus ou elle a les cheveux longs. Regardons ces exemples, c'est très clair. Mon ami est très sympa, ça c'est sa personnalité. Il a les yeux verts, c'est un détail physique.
Pareil pour elle est créative, c'est son caractère, et elle a les cheveux courts, c'est sa coiffure. C'est une règle vraiment utile à retenir. Et pour notre dernière catégorie, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus abstrait, mais qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Comment parler de nos émotions? Voici 6 émotions très courantes. On peut être content après une bonne nouvelle. On est souvent fatigué après une longue journée. On peut se sentir excité avant de partir en vacances ou un peu inquiet avant un examen important. On peut être super motivé pour commencer un nouveau projet ou complètement surpris par un cadeau inattendu. Parfait, on a vu les grandes idées. Maintenant, comme un bon artisan, on va ouvrir notre boîte à outils pour regarder de plus près la technique, le vocabulaire, la grammaire et bien sûr la prononciation. Allez, on passe en revue quelques mots importants. Écoutez bien la prononciation. Grand, avec ce son nasal en. Lumineux, avec le son E à la fin, la bouche un peu arrondie. Sympa, très utile au quotidien. Content, encore un son nasal. Et enfin, fatigué. Donc, un point de grammaire qui est absolument crucial en français, l'accord de l'adjectif. C'est simple, l'adjectif doit toujours s'accorder en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier au pluriel, avec le nom qu'il décrit. C'est une règle de base. Ce tableau illustre ça parfaitement. Regardez, on dit un sac vert, mais une voiture verte. On rajoute un E. Et au pluriel, on ajoute un S. Pareil pour les personnes. Un ami content, mais une amie contente. L'adjectif est un vrai caméléon. Il change tout le temps pour s'adapter au nom. Petit focus sur la prononciation. Pour lumineux et spacieux, ce son E à la fin, il faut bien arrondir les lèvres. Pour yeux, c'est un son très rapide. Et pour inquiet, souvenez-vous que le in est nasal et que le T à la fin, il est muet. On ne le prononce pas. Bon, on a bien travaillé la théorie, maintenant place à la pratique. C'est le meilleur moyen de mémoriser tout ça. Alors, c'est à vous de jouer. On y va ? Ok, je vais prononcer une phrase et je vous laisse un petit moment pour la répéter à voix haute. Prêt ? C'est un grand sac rouge. Le café est très lumineux. Mon ami est sympa. Il a les yeux verts. Je suis très motivée aujourd'hui. Premier petit défi, regardez autour de vous, là, maintenant. Choisissez un objet, n'importe lequel, et décrivez-le à voix haute en utilisant au moins 2 adjectifs de couleur, de taille ou de forme. Vous avez 30 secondes, allez-y. Et pour finir, une petite question pour vous lancer. Quelle est la prochaine chose que vous allez essayer de décrire en français aujourd'hui ? Ça peut être votre repas, le temps qu'il fait dehors, un film, peu importe. L'important, c'est de pratiquer. Bravo pour votre travail. Continuez à observer et à mettre des mots sur le monde qui vous entoure. À très bientôt! Bonjour et bienvenue. Et si on passait une journée entière en France ensemble, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va découvrir toutes les phrases clés, vraiment les indispensables pour se débrouiller comme un chef, du petit café du matin jusqu'à la conversation sympa du soir. Alors voilà la question. On oublie tout de suite les listes de vocabulaire à rallonge. Promis. Non. Ce qu'on fait là, c'est une vraie immersion, une petite aventure. Allez, on est parti ? Bon, notre journée commence, et où d'autre que dans un café typique, bien sûr. Ah, on peut presque sentir l'odeur du café chaud et des croissants qui sortent du four, hein. Allez, premier défi, comment on fait pour commander tranquillement, sans paniquer ? Et voilà la phrase à connaître. Attention, petit piège. Dire « je veux », c'est un peu trop direct, ça peut même paraître impoli. La vraie formule magique, c'est « je voudrais ». C'est tout de suite plus poli, plus doux. C'est le petit truc qui montre qu'on a compris la nuance. Et croyez-moi, ça change tout. Ok, voyons quelques autres mots super utiles dans ce contexte. Le serveur va sûrement demander « c'est pour ici ou à emporter ». C'est juste pour savoir si on mange sur place. Et puis, au moment de payer, pas de stress. Un simple « l'addition, s'il vous plaît » ou même « ça fait combien ?» et le tour est joué. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Ça y est, on a pris notre café, on a plein d'énergie. Il est temps d'aller se balader, d'explorer un peu la ville. Mais oups, forcément, au bout d'un moment, on se retrouve un peu perdu au milieu de toutes ces rues. Surtout, pas de panique. Voyons ensemble comment demander son chemin.
Le réflexe numéro 1, c'est toujours la politesse. On commence avec un simple « excusez-moi » pour attirer gentiment l'attention et juste après, la formule parfaite « je cherche ». Honnêtement, que ce soit pour un musée, une gare ou même les toilettes, ça marche à tous les coups. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Voilà le petit kit de survie de base pour se repérer. On peut aussi utiliser « où est », c'est un poil plus direct que « je cherche », mais ça fonctionne très bien aussi. Et bien sûr, la règle d'or, peu importe la réponse qu'on nous donne, on finit toujours par un grand « merci beaucoup ». Ça, c'est universel. Et ce qui est génial, c'est que la plupart du temps, la réponse va être super simple. En fait, il suffit de connaître ces 3 directions de base. Tout droit, à gauche et à droite. Juste avec ça, on est paré pour aller quasiment n'importe où. C'est pas beau ça? Ok, la journée avance, le soir tombe. Imaginons qu'on rencontre quelqu'un et qu'on commence à papoter un peu. La question fatidique arrive. Alors, ta journée? Comment on répond à ça sans bafouiller? C'est ce qu'on va voir. Face à la fameuse question « Comment s'est passée ta journée ?», une réponse simple et efficace, c'est « Ma journée était très bien ». Mais le secret, le vrai truc pour lancer une discussion, c'est ce qui vient juste après. Et toi? C'est ce petit retour qui transforme un simple « bonjour, bonsoir » en une vraie conversation. Maintenant, si on veut être un peu plus précis que juste « bien », on peut choisir un adjectif qui décrit vraiment notre humeur. Par exemple, après une super journée, on peut dire qu'on se sent motivé ou motivé. Ou alors, si la journée a été interminable, on peut simplement dire qu'on est fatigué ou fatigué. Un seul mot et hop, on donne beaucoup plus de couleur à notre réponse. Ah, et là, une petite astuce de grammaire qui est un véritable super pouvoir pour parler de ses plans, le futur proche. C'est tout bête. On prend le verbe « aller » au présent et on ajoute le verbe qu'on veut à l'infinitif. Par exemple, « je suis fatigué, je vais dormir ». C'est super simple et c'est utilisé tout le temps dans les conversations de tous les jours. Allez, petite pause technique. On ouvre notre fameuse boîte à outils pour vérifier 2 ou 3 points de prononciation et de grammaire, juste pour être sûr que les bases sont bien solides. La prononciation, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est souvent plus simple qu'il n'y paraît. Prenons « chercher ». Le « ché », c'est un son tout doux, comme le chash de shampoing. Et pour « journée » ou « juste », le son « g », c'est celui qu'on entend dans le mot « je » ou « jardin », un son qu'on connaît déjà en fait. Oui, je sais, on en a déjà parlé, mais j'insiste parce que c'est vraiment le point le plus important. Je voudrais. C'est toute la différence entre avoir l'air d'exiger quelque chose et de demander poliment. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute notre journée, ce serait celle-là. Bon, la théorie c'est bien joli, mais on sait tous que pour apprendre une langue, il faut se lancer, il faut la parler. Alors maintenant, c'est à nous de jouer. Je vais prononcer quelques phrases et l'idéal, c'est de les répéter à voix haute juste après moi. On essaye? On commence avec la commande au café. Écoutez bien et on répète ensemble. Je voudrais un jus, s'il vous plaît. Voilà, super. Maintenant, on s'entraîne à demander notre chemin. Pensez à faire monter un tout petit peu la voix à la fin, c'est une question. On y voit. Excusez-moi, où est le musée? Excellent. Et pour finir, une phrase qui combine une émotion et une action. C'est très naturel de parler comme ça. Je suis fatigué, je vais dormir. Et bien sûr, si nécessaire, on dit « je suis fatigué ». Allez, on répète « je suis fatigué, je vais dormir ». Parfait. Vous voyez, ce n'est pas si sorcier. Et voilà, notre petite journée virtuelle en français est terminée. On a vu comment commander un café, comment retrouver son chemin et même comment démarrer une petite conversation. La question finale, c'est, parmi toutes ces phrases, laquelle serait la première à utiliser lors d'un prochain voyage? C'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Imaginez la langue française comme un moteur. Eh bien, les verbes, ce sont les pistons. C'est l'étincelle qui donne vie à chaque phrase.
Aujourd'hui, on ne va pas juste réciter des listes, non. On va vraiment décortiquer les verbes essentiels qui vont changer votre façon de parler. Alors, prêt à démarrer? C'est parti. On se pose tous la question au début, n'est-ce pas? Comment on fait pour assembler des mots pour qu'ils aient du sens, pour former une idée claire? C'est le défi de base. Et vous allez voir, la solution est bien plus simple qu'on ne le pense. Voilà la clé. Tout tient en un seul mot, le verbe. C'est le cœur de la phrase, vraiment. C'est lui le moteur de l'action. Sans verbe, les mots flottent. Ils n'ont pas de direction. Mais avec un verbe, tout s'anime. On commence donc avec les fondations, les deux piliers qui soutiennent littéralement toute la langue, être et avoir. Ces deux-là, impossible de passer à côté. On les utilise seuls, bien sûr, mais leur vrai super pouvoir, c'est qu'ils servent d'auxiliaires. Ça veut dire qu'ils aident à construire les temps du passé pour presque tous les autres verbes. Les maîtriser, c'est la première étape, l'étape la plus importante. Alors, voici le fameux verbe « être ». Il définit qui on est, où on est, comment on se sent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Une petite chose super importante à l'oral, la liaison pour vous êtes. Le S de vous se lie au est pour faire un son Z. Vous êtes. Ce verbe, c'est la base de l'identité. Comme dans la phrase « Nous sommes en famille pour le dîner ». Ça décrit parfaitement une situation. Et voilà son acolyte, son partenaire indispensable, avoir, le verbe de la possession. On commence avec « j'ai », notez le « G apostrophe », puis « tu as », « il a », « nous avons », « vous avez », « ils ont ». Et là aussi, attention aux liaisons qui rendent le français si fluide. Nous avons, vous avez, ils ont. Ce sont Z qui connectent les mots, c'est crucial. Et il n'exprime pas que la possession d'objets, mais aussi des concepts comme dans « vous avez des devoirs à faire ce soir ». Bon, maintenant que les fondations sont bien solides, il est temps de mettre un peu de mouvement dans tout ça. On passe aux verbes d'action, ceux qui nous permettent de bouger, de faire des choses, d'aller d'un point A à un point B. C'est là que nos phrases commencent vraiment à prendre vie. Ah, voici le couteau suisse des verbes français. Faire. On l'utilise pour tout et n'importe quoi, une infinité d'actions. Côté conjugaison, il faut faire attention aux formes un peu particulières comme « vous faites » et « ils font ». C'est un verbe qui s'adapte à toutes les situations. Par exemple, pour décrire une activité toute simple, je fais souvent du vélo le week-end. Petite pause ici, c'est super important pour éviter une erreur très fréquente. La différence entre aller et venir. C'est simple, aller, ça décrit un mouvement qui s'éloigne de nous, et venir, c'est le mouvement inverse, qui vient vers nous. C'est juste une question de perspective. Est-ce que ça part ou est-ce que ça arrive? Alors lui, le verbe aller, c'est un cas d'école, un vrai champion de l'irrégularité. Regardez bien, aucune forme ne ressemble à l'infinitif « aller », « je vais »,« tu vas »,« il va ». C'est vraiment un verbe à connaître par cœur parce qu'on l'utilise tout le temps pour parler d'une destination. Par exemple, « nous allons au cinéma après le dîner ». Et pour le mouvement inverse, on a « venir ». Je viens, tu viens, il vient. Observez bien la forme au pluriel, ils viennent, avec le double N, qui change la prononciation. Ce verbe est parfait pour indiquer d'où vient quelqu'un, son origine, comme dans l'exemple « il vient de Paris ». Ok, on a bougé. Maintenant, on va interagir. Cette section, elle est dédiée aux verbes qui nous permettent de communiquer et de percevoir le monde qui nous entoure. C'est avec eux qu'on exprime ce qu'on dit et ce qu'on voit. Et là, attention, excellente nouvelle. Parler, c'est un verbe régulier qui finit en ER. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'une fois que vous maîtrisez ce modèle, vous pouvez conjuguer des centaines d'autres verbes qui se terminent aussi en ER. C'est un vrai passe-partout. Exemple tout simple, on parle français. On passe à la perception avec le verbe voir. C'est un verbe du quotidien. Il faut juste faire un peu attention à la conjugaison qui change au pluriel. Nous voyons, vous voyez.
Il est parfait pour décrire une scène, comme dans cet exemple très simple, je vois un chat dans le jardin. Avec le verbe dire, il y a un petit piège à connaître. Regardez bien la forme pour vous, ce n'est pas disez, mais vous dites. C'est une exception unique, il faut juste la mémoriser. Pour le reste, c'est assez logique. On l'utilise bien sûr pour rapporter ce que quelqu'un dit, par exemple, je dis toujours la vérité. On entre maintenant dans une catégorie de verbes un peu spéciaux, presque magiques, les verbes modaux. En fait, ils ne décrivent pas une action eux-mêmes, mais ils viennent donner une couleur, une nuance au verbe qui les suit. Ils ajoutent l'intention, la possibilité ou l'obligation. On commence par vouloir, le verbe du désir, de l'intention. Je veux, tu veux, il veut. La règle d'or avec ce verbe, et c'est très simple, c'est qu'il est presque toujours suivi d'un autre verbe à l'infinitif, directement sans préposition. C'est parfait pour exprimer un rêve. Je veux apprendre à jouer du piano. Ensuite, on a pouvoir. C'est le verbe qui ouvre toutes les portes. Il exprime la capacité, la permission, la possibilité. Je peux, tu peux, il peut. Et tout comme vouloir, il est suivi d'un infinitif. C'est le verbe idéal pour faire une suggestion. Je peux venir avec toi au cinéma? Et pour finir ce trio, voici devoir, le verbe de l'obligation, de la nécessité. Je dois, tu dois, il doit. C'est le verbe des responsabilités, des choses à faire. Et, vous l'aurez deviné, il est aussi suivi de l'infinitif, comme dans cet exemple très courant. Je dois terminer ce projet avant demain. Et voilà le travail. On a maintenant toutes nos pièces maîtresses. Chaque verbe est un engrenage essentiel dans la grande mécanique de la phrase. Allez, on fait un petit récapitulatif pour voir comment tout ça s'assemble pour créer un moteur de communication qui tourne parfaitement. Alors, si on résume, on a vu 4 grandes familles. D'abord, les piliers, nos fondations. Être et avoir. Ensuite, l'action et le mouvement. Faire, aller, venir. Puis, l'expression et la perception. Parler, voir, dire. Et enfin, l'intention et l'obligation. Vouloir, pouvoir, devoir. Penser en catégories comme ça aide vraiment à organiser ses idées en français. Bon, la théorie, c'est une chose, mais une langue, ça vit dans la pratique. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir comment faire une phrase, mais de savoir quoi dire. Alors pensez à une seule chose que vous voulez faire, voir ou dire aujourd'hui. Quel verbe allez-vous choisir pour l'exprimer? C'est à vous de jouer, lancez-vous. Bonjour à tous! Et si on laissait tomber les longues listes de verbes à mémoriser par cœur? Et si, en fait, la meilleure façon d'apprendre le français, c'était tout simplement de vivre une journée normale? C'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, en suivant une histoire toute simple, du matin jusqu'au soir. Alors, c'est vraiment possible ça, à apprendre plein de verbes aussi vite? Eh bien oui! L'idée, c'est d'associer chaque verbe à une action bien réelle. Comme ça, les mots ne sont plus juste des mots sur une page, ils prennent vie et on s'en souvient beaucoup plus facilement. Voilà notre méthode. On va suivre le déroulement d'une journée et à chaque moment clé, on va découvrir le verbe qui correspond. C'est une approche super naturelle, bien plus efficace que de réciter des conjugaisons, vous allez voir. Allez, on y va. Notre histoire commence, logiquement, par le tout début de la journée, le réveil. On va se concentrer sur les toutes premières actions du matin. Tout commence ici. D'abord, les yeux s'ouvrent. On reprend conscience. Je me réveille. Juste après, le corps bouge. On sort du lit. Je me lève tôt. Vous remarquez le petit mot « me » ? Il indique que l'action est pour soi-même. Ce sont vraiment les 2 verbes qui lancent la journée. Bon, une fois debout, place à la routine. Les actions s'enchaînent. D'abord l'hygiène. Je me douche, je me lave les mains, et puis on s'habille. Je mets la chemise, je mets mes chaussures. Le verbe mettre, il est super pratique celui-là.
Forcément, avant de partir, il faut un peu d'énergie. Et là, on a deux verbes essentiels. Je mange une pomme et je bois du lait. C'est simple, c'est direct et on les utilise absolument tous les jours. Ça y est, on est prêt, il est l'heure de bouger. Le verbe aller, il est partout en français. C'est lui qui nous met en mouvement. Je vais à l'école ou bien je vais au travail. Voilà, la journée est bien lancée. On passe maintenant à tout ce qui remplit nos journées. Le travail, l'école, les loisirs, bref, toutes les activités. Et là, c'est plutôt amusant parce que ces verbes décrivent exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. J'apprends, j'écris, je lis, et tout ça avec un seul but, je comprends le français. Ah, regardez ça! C'est une super astuce pour apprendre les verbes qui sont des contraires. C'est un moyen génial de retenir deux mots d'un coup. On a « je monte l'escalier » pour aller vers le haut et son parfait opposé « je descends l'escalier ». Facile, non? Et pour les moments de détente, alors là, le verbe faire est un vrai couteau suisse. On l'utilise pour plein de choses. Je fais du vélo, je fais du skateboard. Et bien sûr, il y a des verbes plus précis comme je nage ou je joue. Une journée, ce n'est pas juste des activités en solo. C'est aussi et surtout les autres. On va donc voir les verbes qui nous servent à communiquer et à être ensemble. Ici, on a 4 actions de base de la vie sociale. Je salue, je joue, je parle et un verbe qui montre la gentillesse. Je partage mon sandwich. Vraiment des verbes qu'on utilise tout le temps. Et celui-ci, il est particulièrement important. Le verbe aider. Le voir comme ça, en gros, ça montre bien sa valeur. J'aide mes parents. C'est un mot qui parle de coopération et d'attention. Notre histoire nous ramène tranquillement à la maison. La journée touche à sa fin, mais il reste encore plein de petites choses à faire, entre les tâches ménagères et la préparation du repas. Et on retrouve notre super astuce des contraires. C'est vraiment pratique. Pour avoir de la lumière, j'allume la lampe. Et pour être dans le noir, j'éteins la lampe. En les voyant côte à côte, l'association se fait toute seule. Allez, direction la cuisine. Chaque action est une étape, comme dans une recette. D'abord, j'épluche. Ensuite, je coupe. Et pour finir, je mélange. Cette séquence logique rend l'apprentissage beaucoup plus simple. Et avant de pouvoir enfin se détendre, il y a souvent les dernières tâches ménagères. Voilà quelques verbes bien utiles. Je fais la vaisselle, je plie le linge, je balaye le sol et je jette la poubelle. Et voilà, la boucle est bouclée, la journée est finie. Et ce qui est fou, c'est que sans vraiment faire d'effort de mémorisation, juste en suivant cette petite histoire, on a vu un nombre incroyable de verbes utiles. C'est vraiment ça l'idée principale à retenir. En fait, la vie de tous les jours, c'est le meilleur des manuels de français. Chaque geste, chaque petit moment, c'est une occasion d'apprendre et d'utiliser un nouveau mot. Et le résultat, il est là. Plus de 40 phrases d'action. En seulement quelques minutes, on a balayé de quoi décrire toute une journée en français. C'est un bel accomplissement, non? Allez, pour finir, une petite question. Demain matin, au réveil, quelle sera la toute première action que vous ferez? Essayez d'y penser et de la nommer en français. C'est comme ça qu'on commence vraiment à parler la langue. Bonjour à tous et bienvenue. Savoir raconter sa journée, c'est vraiment une des bases pour commencer à discuter avec quelqu'un. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ça en français, au passé. C'est une étape clé, vous allez voir, pour passer de simples mots à une vraie conversation. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour décrire sa journée en français? L'objectif à la fin de cette petite session, c'est que tout le monde maîtrise les bases, avec les bons verbes et la bonne grammaire. Voilà notre programme, c'est simple. On va commencer avec une petite histoire, celle de Laura. Ensuite, on va regarder le vocabulaire et un point de grammaire super important.
Après, ce sera le moment de pratiquer et on terminera avec un petit quiz. Allez, c'est parti. Commençons donc avec notre histoire. Pour bien comprendre, il n'y a rien de mieux que de voir les choses en contexte. On va donc écouter le récit d'une journée de travail tout à fait normale pour notre personnage, Laura. Écoutons bien le début de sa journée. Ça commence comme ça. Je me suis réveillée à 7 heures, j'ai pris un café, je suis arrivée au bureau à 8h30. Une matinée assez classique, n'est-ce pas? On continue avec la suite. J'ai participé à une réunion, j'ai déjeuné avec des collègues, j'ai travaillé sur un rapport. On voit bien l'enchaînement des actions les unes après les autres. Et pour finir, sa soirée. À 17 heures, j'ai terminé ma journée. Le soir, j'ai regardé un film avec ma famille. Et voilà, une journée bien remplie, racontée du début à la fin, au passé. Bon, maintenant qu'on a bien l'histoire en tête, il est temps d'isoler les mots les plus importants. On va se concentrer sur les verbes, ceux qui décrivent ce que Laura a fait. Regardons ce tableau. Il résume le vocabulaire clé. On a se réveiller, to wake up, prendre, qui peut vouloir dire to take ou to have, comme dans j'ai pris un café, puis arriver, to arrive, participer, to participate, déjeuner, to have lunch, travailler, to work, et enfin, terminer, to finish. Ce sont vraiment des verbes qu'on utilise tout le temps pour parler de sa routine. Ok, passons à la partie grammaire. Let's talk about the past tense. En français, le temps que Laura utilise tout le long de son histoire, ça s'appelle le passé composé. C'est le temps qu'on utilise le plus souvent à l'oral pour parler d'actions passées. Alors, le point crucial à retenir, c'est qu'on utilise le passé composé pour parler d'actions qui sont finies, terminées. Et il se forme toujours en deux parties. C'est pour ça qu'on l'appelle composé. Il y a un verbe auxiliaire, un auxiliary verb, qui est soit avoir, soit être, et le participe passé, the past participle, du verbe principal. Et ce tableau illustre parfaitement la règle. Pour la grande majorité des verbes, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai participé, j'ai déjeuné, j'ai travaillé. Mais pour un petit groupe de verbes, souvent des verbes de mouvement comme arriver, on utilise être. C'est pour ça que Laura dit « je suis arrivé ». C'est vraiment ça la différence fondamentale à comprendre. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. C'est vraiment la meilleure façon de mémoriser tout ça. L'idée est simple, écoutez bien la phrase, puis répétez-la à voix haute. Prêt? On y va. Première phrase. Écoutez. Je me suis réveillée à 7 heures. Maintenant, à vous. Je me suis réveillée à 7 heures. Phrase suivante. J'ai pris un café et un croissant. Allez, on répète ensemble. J'ai pris un café et un croissant. On continue. J'ai participé à une réunion. C'est parti. J'ai participé à une réunion. Parfait. Maintenant, le déjeuner. J'ai déjeuné avec quelques collègues. Encore une fois. J'ai déjeuné avec quelques collègues. Et la dernière pour la pratique, la fin de la journée. J'ai terminé ma journée de travail. On répète. J'ai terminé ma journée de travail. Super! Allez, pour finir en beauté, un tout petit quiz, très rapide, juste pour voir si les choses sont claires. C'est le moment de tester ce qu'on vient de voir. Alors, il faut compléter cette phrase de l'histoire de Laura. L'après-midi, j'ai blanc sur un rapport important. Quel est le verbe qui manque ici? Prenez une petite seconde pour y penser. La réponse était travailler. L'après-midi, j'ai travaillé sur un rapport important. Si vous avez trouvé, excellent travail, vraiment. Et voilà, on a fait le tour. Pour conclure, une petite question pour continuer la réflexion. Maintenant qu'on a les outils, quels seraient les 3 verbes à utiliser pour décrire la journée d'hier? C'est en appliquant tout ça à sa propre vie qu'on progresse le plus vite.
Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine. On passe des années à étudier le français et puis, au moment de parler dans une vraie situation, plus rien. Si frustrant, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, on laisse les livres de côté. On part pour une journée à Paris et on va voir ensemble comment, justement, on peut transformer toute cette théorie en vraie conversation. Voilà, c'est exactement ça, cette frustration, ce français si parfait des manuels scolaires qui semble tout simplement disparaître, s'évaporer dès qu'on met un pied dans la vraie vie. Alors la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi ce gouffre immense entre la théorie et la pratique? Eh bien, tout s'explique par la différence vraiment fondamentale entre ces deux univers. Et là, on touche au cœur du problème. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler le français de laboratoire. Tout est lent, clair, super prévisible. Et de l'autre, c'est le français de la rue, du quotidien. Un véritable torrent de mots, ça va vite, il y a de l'argot, des bruits partout. La langue au fond c'est la même, oui, mais les règles du jeu, elles, n'ont absolument rien à voir. Donc en fait, la solution, ce n'est pas de bachoter encore et encore des listes de vocabulaire. Non, le vrai enjeu, c'est la vitesse à laquelle notre cerveau traite l'information. Il faut réussir à passer d'une écoute un peu passive à une écoute vraiment active. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est de se plonger corps et âme dans des situations, des scénarios bien concrets. Allez, pour que ce soit plus parlant, on met ça en pratique tout de suite. On commence notre journée. Imaginez, il est 9h du matin, on est à Montmartre. L'odeur des croissants chauds flotte dans l'air. Et voilà notre premier défi, la boulangerie du coin. Ok, on pousse la porte. L'endroit est plein à craquer. Ça parle vite, ça sent bon le pain chaud. Et là, tout de suite, la pression monte d'un cran. Faut commander, et vite, sans faire attendre toute la file derrière nous. C'est presque une petite performance théâtrale en fait. Et paf, la voilà, la fameuse phrase qui fuse, lancée par le boulanger. Bonjour, et avec ça, ce sera tout? C'est super rapide, les mots sont complètement liés, presque mangés. On est loin du « est-ce que vous désirez autre chose ?» du livre de français. Non, là c'est une formule courte, authentique, qu'il faut attraper au vol. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'on appelle l'input authentique, la langue réelle, non filtrée. Et s'exposer à ce vrai français, c'est ça la clé. J'aime bien l'image de passer de la piscine à la mer. Forcément, c'est plus intimidant, il y a des vagues, mais c'est la seule et unique façon d'apprendre à nager pour de vrai dans l'océan de la langue. Bon, on a réussi à avoir notre croissant et notre café. Prochaine étape de la journée, direction le métro. Et là, attention, un défi auditif d'un tout autre genre nous attend sous terre. Là, l'environnement est, disons, encore plus hostile pour nos oreilles. Le son résonne partout, les rames de métro crissent, les conversations s'entremêlent. La question, c'est comment on fait pour capter une info cruciale, genre un changement de quai, au beau milieu de tout ce vacarme? L'astuce, ce n'est pas d'essayer de tout comprendre, c'est mission impossible. Non, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. En gros, on devient une sorte de détective sonore. On filtre tout le bruit pour ne chasser que les infos clés. Le nom de la destination, un numéro de voix, un mot qui sonne comme une alerte du genre « attention », on ne subit plus le chaos, on apprend à naviguer dedans. Allez, on continue notre journée. On quitte l'agitation du métro pour une activité un peu plus calme, en apparence, parce que le défi d'écoute qui nous attend maintenant est bien plus subtil et peut-être même plus complexe. Voilà, on est au musée, c'est calme. Ici, le grand ennemi, ce n'est plus la vitesse, pas du tout. Le vrai défi, c'est la richesse du vocabulaire, la complexité des tournures de phrases et, surtout, tous les non-dits, les sous-entendus culturels. Ça demande un tout autre type de concentration. Tendez l'oreille, le sentiment fugace de l'instant lui-même.
Là, on voit bien, une traduction littérale, mot à mot, ça ne veut plus rien dire. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, ressentir la poésie de la phrase, saisir la petite nuance entre voir et percevoir. En fait, il faut capter l'émotion que le guide essaie de nous transmettre. Là, on passe vraiment à un niveau d'écoute supérieur. Le but n'est plus seulement de décoder des mots, non. Il s'agit de comprendre des opinions, de ressentir des émotions, de saisir tout un contexte culturel. C'est tout l'art de lire entre les lignes, de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Ok, faisons une petite pause dans notre journée parisienne. Prenons un peu de recul et essayons de comprendre, de synthétiser pourquoi cette méthode, cette approche par scénario est si incroyablement efficace. Regardez ce chiffre, 70%, c'est énorme. 70% de la communication réelle dépend de la compréhension du contexte et pas juste du vocabulaire. Et le contexte, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement le ton un peu pressé du boulanger, le vacarme du métro ou l'enthousiasme dans la voix du guide. Les scénarios, ils nous obligent à prendre en compte tous ces éléments, pas juste les mots sur le papier. En fait, chaque scénario qu'on réussit à naviguer, c'est une petite victoire qui enclenche un cercle vertueux. L'oreille devient plus fine, la compréhension s'améliore, et en comprenant mieux la culture, la confiance en soi, elle, grandit. Et c'est là que c'est magique. Tout à coup, les règles de grammaire qui semblaient si abstraites deviennent de vrais outils. Des outils concrets pour agir et interagir dans le monde réel. Finalement, cette approche, elle transforme complètement l'apprentissage d'une langue. Ce n'est plus une corvée, ça devient une série de petites aventures, de défis à relever au quotidien. Du coup, la question à se poser n'est plus « quelle leçon vais-je étudier ce soir ?», mais plutôt « quelle sera la prochaine situation que je vais essayer de maîtriser ?» Commander un café, acheter un billet de train, participer à un dîner entre amis. Le terrain de jeu est absolument immense.